c'est impossible, Lambert Wilson, c'est pas possible. Et puis, j'entends mon nom, je suis complètement choqué, ça se voit à l'image, et là, ça se voit pas à l'image parce qu'ils l'ont coupé, il y a un très léger différé. Et là, en fait, je me lève, parce que tout le monde applaudit, et je sais qu'il faut monter sur scène, le chercher et parler, mais j'ai rien préparé. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir quelqu'un qui a été primé au Molière, qui est un auteur, qui est un comédien, monsieur Benoît Solès. Bonjour. Bonjour. Benoît, ça fait un petit moment que je te connais. Ouais. J'ai eu la chance de te voir dans un certain nombre de pièces. La première était Rupture à domicile. Ouais, ça remonte, ça, dis-donc. Depuis, tu as eu un parcours international, puisque maintenant tu as La Machine de Turing notamment, qui est repris dans un certain nombre de pays. Tu as été primé au Molière. Ta pièce a obtenu 4 Molières, donc ça a été une grande récompense. Comment tu as été nourri intellectuellement pour arriver jusqu'au théâtre? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été un déclic? Est-ce que ça a été spontané? Est-ce que ça a été un essai de découverte? Ou est-ce que c'était une passion un peu ancrée? C'est un mélange de volonté et de hasard. Je peux pas parler d'une vocation, vraiment. Ce qui a été déterminant, peut-être, c'est le rôle de ma mère. Ma mère adorait le théâtre, elle l'adore toujours, et elle m'a emmené au théâtre. Ça, je dois dire que c'est une chance quand des parents jeunes t'emmènent dans des matinées classiques, voir des spectacles, ou quand on avait la chance de faire un saut à Paris, parce que je suis originaire de province, je suis né à Agen. Mais j'ai vécu 4 années à Paris entre 8 et 12 ans, et là particulièrement ma mère m'a fait découvrir le théâtre, et je me rappelle notamment une de mes premières pièces, c'était un Cyrano de Bergerac au théâtre Mogador, où plusieurs Cyrano étaient en alternance, et moi j'avais vu Pierre Santini jouer Cyrano, Pierre avec qui j'aurai la chance de jouer plus tard. Donc voilà, ça a compté, parce que disons ça a ouvert ma curiosité, peut-être développé un certain sens littéraire, mais la rencontre vraiment avec le fait d'être comédien, elle se fait de façon assez étrange au collège à Agen. Je suis en 3e, il y a un club théâtre auquel j'appartiens pas. Moi je pense plutôt à la politique, à la diplomatie, à l'architecture, à l'égyptologie qui me passionnait à l'époque. Et je savais que le club théâtre montait, comme souvent, Antigone d'Anouilh, très bonne pièce au demeurant. Et un jour, entre midi et 2, je passe comme ça, on n'avait pas le droit d'ailleurs, je passe dans le couloir des salles de classe, on était censé être en bas, je ne sais pas ce que je trafiquais, et j'entends qu'il y a une répétition du club théâtre, mais j'entends que ça se passe pas très bien manifestement, et je vois en effet un garçon partir, claquer la porte, dire j'y arriverai jamais, tout le monde va se moquer de moi, etc., etc. Et c'est le mec qui jouait le rôle principal, Créon, dans la pièce. Et là-dessus, je vois sortir la prof de français qui animait le club théâtre, un peu désespérée parce qu'on était à 15 jours de la première du spectacle, enfin de la fête de fin d'année, où dans la cour du théâtre, il fallait jouer des extraits de la pièce devant tous les copains, ce qui avait sans doute fini par faire peur à ce garçon. Mais quand même, en quittant la salle, il m'a ouvert une porte, ou plutôt la prof de théâtre, qui n'était pas ma prof de français, m'a vu passer, m'a dit « Ah mais tiens, toi, je sais que t'es pas mauvais en français, viens, et elle me propose de sauver la baraque comme ça, en apprenant le texte en 15 jours, et en reprenant le rôle, ce que j'ai fait. Et je dois dire qu'avant même de savoir si j'aimais ça, d'interpréter un rôle, le premier souvenir que j'en ai finalement, c'est que quelque chose de familier m'a frappé. J'ai eu le sentiment, en recevant un texte, en le surlignant, en le travaillant, en l'apprenant, en allant chercher un pantalon, une chemise qui pourrait être adaptée pour faire mon costume, j'ai eu le sentiment, et c'était le sentiment d'ailleurs partagé par cette prof, même pas que j'étais bon ou mauvais, c'était pas la question, mais que j'avais fait ça toute ma vie. J'avais comme une familiarité avec tout ça. Étrange. Peut-être dans une autre vie, j'avais déjà fréquenté la chose. Puis est arrivé le jour de la représentation, devant toute la famille et tout le collège, et je me souviens avoir traversé cette représentation un peu comme un truc un peu nébuleux, sans grand souvenir. Mais ce qui est certain, c'est que quand je suis monté sur scène, j'ai évidemment entendu tous les copains rigoler et se moquer de moi. Et à la fin, quand j'en suis descendu, je dis pas que j'ai fait un truc bien ou je sais pas ce que j'avais fait, mais ce qui est drôle et ce dont je me souviens, c'est que les garçons riaient plus, ils trouvaient plutôt qu'ils étaient un peu jaloux plutôt,
Et en revanche, les filles me regardaient avec les yeux brillants. Je me suis dit, tiens, il y a un Il y a eu truc, quelque chose. il y a un truc, il s'est passé un truc. Voilà. Et t'avais pas le trac ? Première pièce à 15 ans. J'avais un mélange de trac. Je me revois dans la salle des profs en train de me faire un trait noir sous les yeux avec mon costume et mon texte appris. Bien sûr, j'avais le trac, j'avais le cœur qui battait et j'avais ce sentiment étrange de faire quelque chose de familier et peut-être même à ce moment-là la conscience ou l'inconscience de savoir que ce que j'étais en train de faire là, ça allait être ma vie, quoi. Ça allait être ma vie, je l'ai senti. Et dès ce jour-là, dès ce soir-là, au-delà du succès ou pas de la représentation, il n'y avait plus un seul doute. Ça allait être la carrière que j'allais tenter de faire. C'est-à-dire que dès le lendemain, j'étais inscrit en cours de théâtre et ça ne s'est plus jamais arrêté. Finalement, il y a un garçon qui a eu peur au dernier moment Ouais. et t'es rentré parce que tu passais là. Et Ouais. après, il y a eu une carrière assez impressionnante. Si d'ailleurs ce garçon a des souvenirs, qui doit avoir ton âge exactement aujourd'hui, Ah, ça serait drôle, ouais. ce serait drôle qu'il se signale et qu'il vienne te voir Ouais. en loge. Ouais. Et donc, après, donc là, tu es en 3e, tu dis, c'est le déclic, je veux faire ça. Je commence à prendre des cours de théâtre dans une troupe amateur à Agen, avec un garçon si jamais il nous écoute, qui s'appelle Nino. Voilà, c'est le début, on se forge un peu un début de technique, on commence à jouer un peu le week-end ou pendant les vacances. Pareil, un peu même constat, ça me plaît. Je ne sais pas encore si je suis bon ou pas, mais je sais que je fais ça très sérieusement. Sans me prendre au sérieux, mais très sérieusement, avec beaucoup de méthode et de passion. Et je sais que dans mon département, on a la chance, qui n'est pas donnée à tout le monde, d'avoir une troupe professionnelle qui s'appelait Les Baladins en Agenais, animée par Roger Louret, dans un village au nord d'Agen. Un truc assez extraordinaire parce que c'est un village de 800 habitants où une troupe de théâtre professionnel s'est établie et qui va voir débuter et défiler des gens comme Muriel Robin, Pierre Palmade, Elie Semoun, Christophe Malavoie, des gens aujourd'hui qui ont fait des très grandes carrières et puis peut-être des comédiens qu'on voit sur toutes les scènes de Paris, beaucoup viennent de là. Et il y avait dans cette troupe une ferveur, une folie, incarnée par Roger Louret, une espèce de Molière moderne, auteur, metteur en scène, comédien, chef de troupe. Et ça montait des pièces du répertoire contemporain, des grands classiques, des créations, des comédies sur les places de village. Enfin, vraiment un truc qui m'a toujours plu. Et ce cours de théâtre animé par une prof merveilleuse, Marianne Valéry, là il y a quelque chose quand même, il y a une conscience chez moi que je voudrais vraiment essayer de faire ce métier. Peut-être un début de lucidité que c'est pas si simple et que beaucoup de gens rêvent de le faire mais découvrent au moment de se lancer à 18-20 ans que ok, je vais être comédien, mais là c'est un mur, quoi. Ou plutôt une espèce de grand vide qui est devant toi. Comment trouver du travail, comment monter à Paris, comme on disait chez moi, et surtout comment se forger une carrière. Et je dois dire que c'est un problème qui reste d'actualité pour tous les comédiens. On fait un métier précaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'a été créé ce système d'assurance chômage qui s'appelle l'intermittence, qui est tellement remis en cause. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a des pièces parfois qui durent des années comme Turing, mais c'est exceptionnel. La majorité du temps, on répète une pièce pendant 6 semaines, on l'apprend, on travaille beaucoup, on n'est souvent d'ailleurs pas payé pendant qu'on apprend le texte, après on répète un peu, et puis parfois on la joue 4 fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois, puis ça s'arrête. Et il faut en trouver une autre. Mais en trouver une autre, c'est-à-dire passer des auditions, être engagé. Alors voilà, il y a cette vie un peu de pèlerin comme ça qui est la nôtre, vraiment une vie de saltimbanque, d'artisan. C'est une notion à laquelle je suis très attaché, ce côté de très... voilà, on est des gens, des saltimbanques, on voyage, on fait des tournées, et moi j'aime bien cette vie-là, mais c'est aussi une vie précaire, difficile, et parfois la solution pour que les choses changent, c'est de prendre un peu son destin en main et d'essayer de monter un spectacle, de créer une troupe, d'écrire une pièce. C'est ce qui m'arrivera, mais bien plus tard. Et donc à ce moment-là, tu es encore à Agen. Ouais. Tu montes sur Paris. Ouais.
après le bac ? C'est ça, après le bac, avec une entrée en Hippocagne au lycée Montaigne à Bordeaux qui rassurait beaucoup mes parents, et l'envie, parce que j'avais toujours quand même ces mêmes goûts pour, par exemple, la politique ou la diplomatie, de faire Sciences Po et tout ça, je tente quand même ma chance, je m'inscris dans un cours au Théâtre de l'Atelier, j'ai 20 ans, et là, alors que j'ai à peine commencé les cours, Roger Louret me rappelle à Montclar, d'Agenais, pour un spectacle qui s'appelle La Java des Mémoires, qui va être mon premier spectacle professionnel. Et déjà, la chance vient un peu... C'est presque un peu cette histoire d'Antigone qui se répète, parce qu'en fait, le spectacle est créé, mais il se sépare d'un comédien qui est pris ailleurs, ou je ne sais plus, et il me dit, il y a 15 jours pour reprendre le rôle, presque la même chose. Est-ce que tu te sens... Ouais, mais sauf que c'était un spectacle chanté, j'ai jamais chanté, je ne sais pas chanter d'ailleurs, mais Roger, qui avait la folie et le désir d'aider les jeunes, me dit vas-y, essaye. Bon, j'essaye. Alors là, pour le coup, je suis lucide, j'étais très très mauvais. Néanmoins, ça a été un premier spectacle qu'on a joué à Montclar, puis à Bordeaux, puis un jour, avec l'aide de Muriel Robin, on se retrouve à le jouer à Paris. Ça marche, on joue de la Renaissance, on est même nommé aux Molières pour les spectacles musicaux, et on part en tournée. En quelle année c'était ? Là, on est dans les années 92, j'ai 20 ans. Et dans cette tournée, on passe à la Maison de la Culture de Loire-Atlantique, à Nantes, et le directeur du théâtre, qui est un grand metteur en scène, qui s'appelle Jean-Luc Tardieu, qui dirige la Maison de la Culture, me repère et m'engage pour jouer dans La Folle de Chaillot, de Giraudoux, et puis dans Le Marchand de Venise, de Shakespeare, avec Michel Blanc, où je jouais le jeune premier. Et ça, c'est vraiment le début de ma carrière de comédien, puisque dans la pièce de Roger, je chantais. Et là, voilà, il y a quelque chose là qui s'enclenche. Et après, le parcours est fait de plein d'aléas, et de hauts et de bas. Il faut aussi parfois faire plein de choses pour arriver, comme je disais tout à l'heure, à combler ces trous entre les spectacles. Donc moi, je fais feu de tout bois. Je joue dans des sitcoms, à la télé. C'est là que le public un peu commence à me connaître. À l'époque, ça s'appelait AB Productions. Tout le monde se souvient de ça. J'ai beaucoup joué là-dedans à l'âge de 20 ans parce que on gagnait sa vie comme ça. Donc je tournais dans les sitcoms la journée, mais le soir, je jouais dans des petites salles, parfois des Corneilles ou des trucs très différents. Voilà, j'ai vraiment joué tout ce qu'on pouvait jouer, parfois appris à répéter des pièces pour remplacer quelqu'un un soir, jouer de la comédie, du théâtre contemporain, du classique, du moderne, du sitcom au cinéma d'auteur, puisque j'ai fait très peu de cinéma, mais j'ai un peu tourné avec Michel Blanc ou avec André Téchiné, des petits rôles dans des cinémas d'auteur. Bref, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on me proposait, je l'ai fait. Et je fais partie, je crois, des comédiens de ma génération qui ont quand même beaucoup joué au théâtre. J'ai joué plus de 40 pièces, ce qui est quand même pas mal. C'est presque une pièce par an, c'est pas mal. Et à ce moment-là, tu as un registre particulier où tu te dis, voilà, j'essaie tout Non seulement je suis pas du tout sectaire et j'aime toutes les formes de théâtre, ce qui n'est pas le cas si je peux faire une petite critique de tous mes camarades, parce qu'il y a beaucoup de camarades, notamment ceux du théâtre subventionné, public, qui regardent avec un certain mépris, il faut bien le dire, le théâtre privé ou le théâtre de boulevard. Et moi, j'ai tout fait. J'ai joué une pièce de boulevard avec Michel Galabru à Paris et sur toutes les routes de France, et j'ai beaucoup appris à son contact. Et la fois juste après, j'ai joué une pièce, une création contemporaine au Théâtre 14, théâtre subventionné dans le 14e arrondissement, que dirigeait Emmanuel de Chartres sur les procès d'Oscar Wilde, qui était vraiment une pièce moderne, assez pointue. Enfin, moi, j'ai toujours eu à cœur de tout faire et de n'avoir peur d'aucun style, et même j'avais la curiosité de visiter les styles les plus différents et de me frotter aux rôles les plus différents, parce que être capable d'un rôle sur l'autre de faire rire ou de jouer des grands textes classiques ou d'émouvoir, ça permet d'avoir un peu toutes les cordes possibles. Et quand on aborde plus tard, quand j'ai abordé plus tard les grands rôles, et un rôle en particulier dont on reparlera peut-être, là, ça devient très intéressant de savoir, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais d'avoir fréquenté déjà la comédie, mais aussi les textes classiques, les textes contemporains, et de mixer toutes ces connaissances pour les mettre au service d'un très très grand rôle, parce que les grands rôles demandent
d'avoir un peu toutes les palettes. Le premier grand rôle, du coup, c'est quoi? C'est Cyrano? Cyrano, c'est vraiment un rendez-vous très important, mais il y a eu quelques rôles avant qui ont été importants. J'ai joué à Montclar, quand j'y suis revenu, une pièce de Murray Chisgall américaine qui s'appelle Love. Et c'était c'est un personnage ça a été un virage pour moi parce qu'il fallait avoir une forme de comédie. Et moi, avec ma gueule et tout ça, mes yeux, on me faisait beaucoup jouer, surtout à la télé, les méchants ou les trucs comme ça. Ouais. Et après, il y a un rôle aussi dont tous les gens du métier m'ont dit que ça avait été un tournant. C'était au Théâtre 14 encore, une pièce sur Louis XIII qu'avait écrit Jacques Rampal, qui s'appelait Journée des dupes. Cette fameuse journée où Richelieu et Marie de Médicis s'écharpent pour le pouvoir autour du jeune Louis XIII qui est malade. Et là, c'était un personnage où il fallait être comme ça, malade, en souffrance et tout ça. Et on m'avait dit que j'avais bien fait ça. Et puis évidemment, un grand rendez-vous, mais qui arrive quand même assez tard, en 2015, c'est Cyrano. Cyrano, c'est un défi absolu, c'est un rôle que beaucoup de très grands acteurs rêvent de jouer. J'entendais Francis Perrin, qui a quand même une carrière, dire « Mon grand regret, c'est de ne jamais avoir joué Cyrano ». Moi, j'ai eu cette chance, grâce à un metteur en scène qui s'appelait Henri Lazzarini, qui un jour m'appelle et me dit « Je vais te proposer de jouer dans Cyrano ». Donc j'avais pas loin de 40 ans, donc je me disais « ça sera pas Christian, c'est trop tard, ça sera sûrement De Guiche ». Parce que je n'imaginais pas une seule seconde qu'on me propose de jouer Cyrano. Et c'était Cyrano. Et là, une rencontre incroyable, le rôle des rôles quand même, où il faut être brillant à l'acte 1, humain à l'acte 2, romantique à l'acte 3, héroïque à l'acte 4, et tout ça en même temps à l'acte 5. Et je l'ai fait avec une immense joie. Et je crois qu'on peut voir encore des extraits de ça. Alors c'est du théâtre filmé, c'est toujours moins bien que l'émotion du réel, mais j'ai eu la chance de le jouer. En plus, je suis gascon d'origine. D'ailleurs, quand j'étais petit, ça c'était peut-être un signe, mon arrière-grand-mère me récitait de mémoire des vers de Cyrano. Et quand je l'ai joué, j'ai le souvenir de son intonation est revenu. Et ça, c'est beau, je trouve que c'est une espèce de passation comme ça, où quand je jouais Cyrano à presque 35 ou 40 ans plus tard, j'avais encore l'écho de sa voix. Et donc, voilà, finalement, mon arrière-grand-mère, à travers moi, l'a joué, quoi, finalement, puisque j'avais l'écho de ce qu'elle m'avait transmis. Et qu'est-ce qui a fait qu'il te propose le rôle? Il t'avait vu dans d'autres pièces? Il m'avait vu dans une pièce très différente, que je jouais avec Sarah Biasini, une pièce qui s'appelle Bâche, très contemporaine, très dure, mais il avait vu peut-être un moment de ma carrière ou de mon évolution où il avait pensé que je pouvais jouer Cyrano. Il nous a quittés, c'est dommage parce qu'il faudrait lui demander, et d'ailleurs je me souviens qu'un jour, c'était la première répétition, il n'y a que lui et moi, il me demande de venir chez lui, et c'est la première fois qu'on a parlé de sa vision de Cyrano. Donc moi, évidemment, je suis très, très curieux. Donc il m'explique la conception de mise en scène, ce qu'il veut faire et tout ça, très bien. Puis je dis, mais par rapport à l'interprétation, et il m'a fait vraiment une leçon de théâtre que j'oublierai jamais. Il m'a dit, oh, tu sais, mon chéri, tu vas pas révolutionner le rôle, n'est pas ni la présomption, ni même l'envie de vouloir révolutionner le rôle. Tout a été fait, tout a été dit. Contente-toi de le jouer, déjà, c'est beaucoup. Donc il m'a dit, en fait, t'as compris l'histoire. C'est un monsieur qui est laid, qui a un copain qui est beau, et puis il y a une fille. Bon, t'as compris? Oui, je crois que j'ai compris. Il m'a dit, alors voilà, apprends bien ton texte. Apprends bien ton texte. Mais vraiment bien. M'emmerde pas, apprends bien ton texte. Cherche en toi ce qui te touche dans cette histoire. Et quand bien même ça ne te toucherait pas, c'est pas très grave, parce que ça touchera les gens quand même. Mais sois modeste, sois humble, laisse-le jouer, porte le personnage, dis le texte distinctement, en regardant vers la lumière, et crois-moi, avec un rôle comme ça, t'as pas beaucoup d'autres questions à te poser en plus. Il avait raison. Il avait raison. Il faut parfois être très humble et se dire qu'on n'est que des interprètes, c'est-à-dire qu'on porte un texte.
et qu'on y mêle sans doute des choses à nous, intimes, mais il faut rester derrière les personnages. C'est pour ça qu'on est des comédiens, on est des interprètes. Il y a un texte, il y a un auteur, et les gens ne viennent pas voir Benoît Solès. Ils n'en ont rien à faire de Benoît Solès. Les gens, ils viennent voir Cyrano. Et ils veulent voir Cyrano. Ils veulent pas voir un mec qui va se mettre devant comme ça, ou qui va dire, regardez comment moi je le joue. Non, joue-le à ta façon, mais joue-le humblement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Turing. Un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est Florian Zeller. Quand il est venu voir Turing, il m'a dit tu disparais derrière le personnage. Ça, je trouve que c'est un beau compliment. Et c'est le grand paradoxe du théâtre. On dit souvent ah, c'est merveilleux, tu es dans la peau du personnage. Ah, ça, c'est étrange parce que le personnage n'a pas de peau par définition, puisque c'est que des mots. Et donc, la peau, c'est la nôtre. Donc, c'est curieux que les gens disent tu es dans la peau du personnage. Non, c'est le contraire. C'est le personnage qui est dans notre peau. Et donc, c'est-à-dire qu'ils perçoivent la dissociation entre l'acteur et un rôle qui est différent. Ouais. Mais ça prouve que si les gens disent tu es dans la peau du personnage, c'est qu'ils voient le personnage avant toi. C'est que quand ils te voient jouer, ils pensent que ta peau est celle du personnage, alors que tu prêtes ta peau au personnage, ce qui n'est pas la même chose. Bon, enfin, c'est le grand paradoxe du théâtre, toutes ces histoires de sincérité. Tu sais, on dit quand on joue, souvent même entre acteurs, on dit il faut être sincère. Il faut être sincère. Mais là encore, c'est très curieux cette histoire. On peut pas. Il faut paraître sincère. Et voilà, c'est pas la même chose. Il faut paraître sincère. Puisque je suis pas Cyrano, j'ai pas un grand nez, c'est un postiche. Et même si je trouve ma partenaire charmante, en général, on n'est pas réellement amoureux de... Non, tout ça est du mensonge, au contraire. Mais comme disait Cocteau, un mensonge qui dit la vérité. Un mensonge qui doit paraître, comme tu l'as dit, dire la vérité. Donc voilà, c'est un... Combien de représentations, Cyrano ? Trop peu. Au théâtre subventionné, c'était un théâtre public, le théâtre 14, on joue peu. Donc je l'ai joué 42 fois. J'ai pensé le rejouer avant d'être trop vieux, parce que c'est un personnage jeune, Cyrano. C'est un cadet de Gascogne. Hein. Il est censé se battre à l'épée et défaire 100 hommes et tout. Donc on voit souvent un Cyrano, un acteur dans la soixantaine et tout. Je me demande... mais en revanche, si tu le joues à 20 ans, pour avoir l'humanité, le vécu, le machin... Moi, je l'ai joué à 40, je trouve que c'était pas mal. Donc là, maintenant, il faudrait que je me dépêche. Mais une merveilleuse metteur en scène que j'adore, qui s'appelle Frédéric Lazzarini, m'a dit « Tu voudrais pas », qui est proche d'Henri, qui me l'avait déjà donné, sa fille, me dit « Tu voudrais pas qu'on le remonte différemment ?» Ça, j'espère qu'on le fera. J'espère que je vais le rejouer. J'aimerais bien. On sera nombreux à venir le voir. Donc 40 représentations. À ce moment-là, tu n'as rien écrit encore ? Non, on est en 2015. J'ai écrit 2 pièces qui ne se montreront jamais, mais comme on écrit un journal intime. Tu vois, 2 pièces que j'ai montrées, hein, d'ailleurs, que certaines personnes ont lues. Je me rappelle d'ailleurs que 2 metteurs en scène que j'aime énormément, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appellent Thierry Harcourt et Didier Long, les ont lus et ont envisagé de les monter. Ça s'est pas fait, mais en fait, le truc était lancé. Et il y a une pièce qui s'était montée un peu avant, vers 2011-2012, autour du personnage de Tennessee Williams, que j'ai joué 60 fois au Petit Mathurin. Et en fait, voilà, là, la chose était lancée, mais c'est vraiment juste après Cyrano, en 2017, que je vais écrire la version définitive de Turing, personnage d'Alan Turing autour duquel je tourne depuis 2008-2009. Donc tu vois, quand même, ça a pris pas mal de temps. Et en 2018, cette pièce se crée. Et là, tout va changer. Mais là encore, c'est une drôle d'histoire, un drôle de parcours, cette aventure de Turing, parce que je tombe sur lui complètement par hasard. En 2008 ou 2009, je m'en souviens même pas. Je suis dans un dîner chez Agnès Jaoui, merveilleuse artiste, chez elle. Et à un moment, elle va coucher ses enfants. Et moi, je travaillais sur une de mes pièces, là, celle dont j'ai parlé. Et il y avait une histoire de pomme à un moment. Et le temps que Agnès se lève de table, je tape sur Google « symbolique de la pomme ».
tu sais, par rapport à tout ce qui a été symbolisé par la pomme, alors Newton, je sais pas, Adam et Ève, évidemment, Blanche-Neige et le truc là. Et je vois, un peu en dernier, le logo d'Apple, évidemment. Et là, il y avait le logo d'Apple, la célèbre pomme, la croquée, machin. Et il y avait marqué « Voir Alan Turing ». On est en 2008 ou 2009. Hein. Donc il n'y a pas eu le film, tu sais, le fameux film, Imitation Game. Il me dit Alan Turing, et je clique pour voir. Et là, il y a une page Wikipédia qui faisait moins de 10 lignes. Alan Turing, mathématicien anglais, théoricien de l'informatique, personnage qui a craqué le code secret des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fameuse machine Enigma, créant ainsi le premier ordinateur, homosexuel, se suicide, condamné pour homosexualité, et se suicide en trempant une pomme dans du cyanure, ce qui aurait donné le fameux logo. Je me dis, mais c'est dingue, incroyable, incroyable. Je n'en ai jamais entendu parler. Et je commence à poser des questions autour de moi. Tu sais qui est Alan Turing ? Oh non, qui ? Alan Turing. Ah non, non. Tu sais d'où vient le logo d'Apple, la pomme ? Non. Personne ne connaissait, personne. Donc je commence à me renseigner, à trouver quand même des livres sur lui. Je découvre que dans le milieu des mathématiciens, évidemment, des historiens, bien sûr, des universitaires, et un tout petit peu dans le milieu gay, quelques gays le connaissent comme une icône, un martyr de cette loi de 1885 anglaise, la même qui condamnait Oscar Wilde quelques années auparavant. Parce que la loi, pour en dire un petit mot, était très dure. Oui, c'est une loi. Voilà, c'est ça. C'est une loi qui a été créée sous la reine Victoria, qui disait que les homos étaient condamnés, qui étaient pris ou en flagrant délit ou que sais-je, étaient condamnés et avaient un choix de peine qui était soit 2 années d'emprisonnement assorties de ce qu'ils appelaient le hard labor, qu'on peut traduire par travaux forcés, ce qu'a choisi Oscar Wilde, ce que à peu près tout le monde a choisi, ou la castration chimique. Alors ça évidemment, ça n'est pas on coupe pas le sexe, mais c'est un traitement hormonal. C'est un peu la même chose que ce qu'entreprennent aujourd'hui les personnes qui amorcent une transition, comme on dit, c'est-à-dire c'est une prise d'hormones féminines qui les gens pensaient à l'époque que ça allait casser le désir. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi ça pouvait le casser, peu importe. Turing choisit ça, ce qui est un choix étonnant parce que en vérité, déjà, cette loi était une espèce d'hypocrisie parce que pas grand monde était condamné. Quelques milliers de personnes sont condamnées. Mais vraiment, les gens qui le veulent. Sinon, tous ceux qui étaient suspectés ou avant le procès partaient en France pour échapper à ça. Ce que finit par faire Oscar Wilde après sa condamnation. Et Turing, lui, au contraire, se jette un peu la tête la première dans cette histoire-là, porte plainte pour une embrouille avec son petit copain de l'époque et se retrouve broyé par cette machine. Et à chaque fois qu'on va lui donner, parce que quand même les services secrets savent très bien qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'on lui doit, on lui propose de s'échapper, on lui propose plein d'échappatoires qu'il refuse tous, et il va au-devant de la justice pour finalement dire sa vérité et donc affronter, embrasser cette condamnation qui le conduit à ce fameux suicide mystérieux qui fait toujours débat d'ailleurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va vraiment se tuer en trempant une pomme dans du cyanure. L'autopsie le dira. Maintenant, est-ce que le logo d'Apple est vraiment un hommage à Alan Turing ? Ça reste un grand débat. Des gens s'écharpent encore sur des sites. Il fallait poser la question à Steve Jobs, ce que quelques personnes ont fait. Il a répondu « j'aurais bien aimé, mais c'est pas ça ». Et à sa mort, des gens très proches de lui ont dit il ne pouvait pas le dire parce que ça aurait été un coût économique trop grand pour la firme, puisqu'il y a quand même encore une 50aine de pays qui pénalisent l'homosexualité et 13 qui la condamnent de mort, notamment au Moyen-Orient. Et pour une firme mondiale comme ça, revendiquer que son logo est un hommage à un martyr gay, ça aurait pu avoir un coût important. Surtout quand tu es dans les années 80. C'est ça, donc il semblerait qu'à cause de ça, Apple se soit un peu distancié d'Alan Turing. Je rappelle tout de même que, pour ceux qui doutent encore de ça,
que si c'est pas un hommage à Alan Turing, mais à Newton, par exemple, pourquoi la pomme est-elle croquée ? Parce que Newton, il la prend sur la tête, mais je sais pas, on ne dit pas qu'il la mange. Celui qui la croque, c'est vraiment Turing ou Blanche-Neige à la limite. Et en plus, dans les années 80, le logo d'Apple était arc-en-ciel, comme le Rainbow Flag. Ça fait beaucoup, voilà, ça fait beaucoup. Et alors puis c'est Alan Turing, le père de l'informatique moderne. Et Alan Turing est le père, d'autres voilà, concepteur, théoricien de l'informatique. Bon, moi je trouve que ça fait... Mais en tout cas, je ne peux pas l'affirmer. Et dans la pièce, d'ailleurs, à la fin de la pièce, au moment de ce fameux suicide, on ne donne pas la réponse. On voit qu'Alan Turing se suicide en trempant une pomme dans du cyanure et en la mangeant. Et on voit quelques secondes après un garçon d'aujourd'hui arriver avec un MacBook. Et les gens font le lien d'eux-mêmes sans que moi j'ai à dire que ça vient de là. Donc ce personnage te marque, tu dis qu'il est trop peu connu. C'est ça. Tu joues en même temps. Tu joues à ce moment-là la comédie. Je joue Rupture à domicile, pièce de Tristan Petit-Girard, un boulevard moderne avec Olivier Citruc et Anne Plantet. Combien de représentations ? 400. Une pièce où vraiment je m'amuse, où je fais vraiment le clown, où les gens rient beaucoup. Et pendant que je joue cette pièce à la Comédie Bastille, ce qui nous vaudra d'ailleurs pendant les répétitions d'être en face de Charlie Hebdo au moment de l'attentat, et à se retrouver à recueillir les personnes survivantes dans le théâtre qui était en face de Charlie. Je suis quasiment le dernier mec qui soit passé devant Charlie avant l'arrivée des frères Kouachi. Et on va jouer cette pièce, et pendant cette pièce, je vais beaucoup me préparer physiquement déjà. Turing, en plus de tout son génie, était marathonien, courait quasiment dans les temps du champion olympique. Donc je fais un énorme travail physique, je perds 12 kilos pour interpréter le rôle. Et puis, après un grand voyage en Angleterre, sur ses traces et beaucoup de lectures, je finis par accoucher, donc presque 8 ans ou 9 ans après ma rencontre avec lui chez Agnès, je finis par accoucher d'une version qu'on prépare pour le Festival d'Avignon, et où j'ai l'idée de partir, mais vraiment, comme on dit, à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas de production. J'avais dit à Tristan Petit-Girard, tu vas faire la mise en scène. On avait trouvé un acteur pour jouer avec moi qui s'appelle Amaury de Crayancourt, et j'avais l'idée qu'on partait quasiment... j'avais piqué des costumes chez mes grands-parents. Tu vois, il y avait vraiment le côté à l'arrache, quoi. Et puis on s'est retrouvés sur les conseils du producteur de Rupture à domicile, Thibaut Houdinière. Il m'a dit quand même, faites une lecture devant des coproducteurs, on ne sait jamais. Une lecture à laquelle tu étais présent d'ailleurs. Absolument. J'ai un très bon souvenir. Et on a lu cette pièce pour la première fois. Je venais de finir de l'écrire devant une trentaine de personnes, dont toi. Et ce jour-là, je dois dire que vraiment tout a changé, parce que beaucoup de coproducteurs ont voulu coproduire la pièce. Le plus grand agent littéraire français, Suzanne Sarquier, l'agent de Zeller, de Michalik, de Schmitt, m'a engagé pour promouvoir la pièce. Et on s'est retrouvés à Avignon, quelques mois plus tard. Il n'y a pas eu de... Si, il y a eu un miracle. Enfin, il n'y a pas eu un miracle le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour, on a joué devant 5 personnes, comme il se doit, mais le second devant 50, le troisième devant 150. On n'avait jamais vu ça. Et à la fin de la première semaine, c'était complet pour tout le festival. J'ai eu, au bout du 4e jour, une page entière dans Le Monde. Le Monde qui ne parle que du in, normalement, alors que là, on était dans le off. Mais surtout, le public était bouleversé par cette pièce. J'ai vu, et je le verrai pendant les 1200 représentations qui allaient suivre, des gens sortir en larmes tous les soirs, des jeunes gays ou faire leur coming out devant leurs parents en me tenant la main parce que le personnage leur avait donné la force de le faire. Ou à l'inverse, des parents dire à leur fils ou à leur fille on t'a emmené voir cette pièce parce qu'on sait que tu es comme lui. Décomplexé. Et pour les accompagner dans cette... voilà. Mais pas que des gays, il était aussi très bègue, probablement autiste Asperger. Et donc, bref, cette pièce, au-delà d'un hommage à Turing, parle de la différence. C'est une ode à la tolérance. Et donc, la force de ce personnage qui, tout en sauvant le monde,
inventant l'informatique, va être broyé par la bien-pensance et l'hypocrisie de la société victorienne, enfin post-victorienne, le courage dont il fait preuve en se dressant devant la justice, en allant volontairement devant la justice, dire « voilà qui je suis et je l'assume », bouleverse encore les gens, d'autant qu'après on a essayé de l'oublier, de l'effacer. Et je crois que la pièce est autant un hommage à Turing qu'un appel à dire soyez vous-même, revendiquez qui vous êtes. Et je dis depuis quelque temps, je dis à la fin de la pièce que voilà, qu'il faut regarder nos différences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de désir, de pensée, d'idées, de goût, de vêtements, n'importe quoi. Il faut regarder nos différences avec lucidité et courage, et regarder celles des autres avec curiosité et bienveillance. C'est le message de cette pièce. Et à quel moment tu te rends compte qu'il y a quelque chose... Moi, effectivement, j'ai eu la chance d'être là à la première lecture. Ouais. En plus, je ne savais pas ce que c'était. Tu Ouais. me dis, tiens, on en avait parlé quelques jours avant. Ouais. Tu me dis, si tu veux, viens, je fais une lecture à des producteurs. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je me rappelle même le matin, tu me dis, merci d'être là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je me rappelle que dès le début, donc, comme tu l'as dit, il est bègue. Ouais. Et on voit dans la salle qu'il y a un petit moment de flottement où les gens sont surpris, se demandent si tu vas bégayer pendant toute la lecture, mais il y a l'attention qui est captée. Et je me rappelle de ce moment-là où je me dis, tiens, on sent tout de suite, les gens sont en tension, et l'attention et je me suis dit, est-ce que l'attention va redescendre ? Et en fait, elle est jamais redescendue. Et après, à la fin de la pièce, effectivement, tout le monde applaudit avec de l'émotion. Comment tu as ressenti déjà ce moment-là, les premiers retours, parce qu'en plus, c'était un vrai challenge d'avoir ce bégaiement pendant tout le... Ouais. Je suis arrivé ce jour-là complètement liquide. J'étais blême, j'avais pas dormi, j'étais terrorisé parce que j'avais le sentiment de montrer aux gens un travail à la fois d'hommage à un personnage historique. Je suis rien par rapport à Turing, mais à travers lui, je savais que je racontais beaucoup de choses de moi aussi. C'est peut-être pour ça aussi que mon interprétation a fonctionné, parce que j'ai opéré une espèce de fusion entre lui et moi. Mais ce jour-là, je suis terrorisé, en fait. Et même après, ça m'émeut quand tu en parles, parce que je me souviens vraiment du moment où on a commencé, des premiers mots. Et en effet, j'ai senti... Mais non, je sentais rien. J'ai vécu ça comme un tunnel. Et à la fin, je n'avais aucune certitude que j'allais trouver des producteurs, un agent. Tout ça, c'est venu petit à petit, au bout de quelques jours. Non, finalement, en arrivant à Avignon... avec le spectacle, comme je l'ai joué il y a encore quelques jours, j'ai compris ce qui se passait. C'est une histoire que j'ai souvent racontée, mais qui est vraiment... J'ai compris ce qui se passait, je crois, le jour de la 2e ou de la 3e. Comme le texte avait été édité à l'avant-scène, les gens me le demandaient à la fin. Donc moi, je sortais vite, transpirant, comme ça, dégoulinant dans le soleil d'Avignon, pendant que mon camarade avait la gentillesse de ranger le décor. Et je vendais, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, je vendais le texte aux gens qui le demandaient. Et les gens, c'est là que je voyais que les gens étaient bouleversés. Les gens faisaient la queue. C'est une salle de 200 places qui a très vite été pleine, mais il y avait jusqu'à 100 personnes, 150 personnes qui, au lieu d'avoir un autre spectacle, attendaient. Il y avait une espèce de procession comme ça, et les gens étaient en larmes et m'embrassaient. Tu sais, comme cette dame indienne là, où les gens font la queue, elle est toute en blanc là, et les gens, elle embrasse les gens, elle les prend dans ses bras comme ça. Elle s'appelle Ama, je crois. Jean Dujardin. Et alors moi, je me retrouve comme ça, dans une espèce de cour d'Avignon, sous le cagnard, en costume encore dégoulinant, devant une file de gens qui font la queue pour m'embrasser. Mais pas m'embrasser moi en vérité, embrasser lui. Comme pour expier, comme pour dire pardon, qu'est-ce qu'on lui a fait du mal, combien c'est... Et donc le jour de la 2e ou de la 3e, il y a ce truc qui se déroule là, je suis déjà stupéfait pour tout te dire. Et je vois un grand monsieur, mais grand, hein, vraiment très costaud, genre rugbyman, tu vois, qui attend et qui me regarde, mais l'air un peu mauvais. Et il attend que tout le monde soit passé, puis il s'approche et il me dit, écoutez, oui, voilà, j'entends d'ailleurs un accent un peu de chez moi, du sud-ouest. Je suis venu voir votre pièce là parce que ma femme est allée voir une connerie encore, un truc romantique, de la merde et tout. Il me dit, moi je déteste le théâtre, je comprends pas pourquoi je suis là, mais bon, j'ai vu que c'était la Seconde Guerre mondiale, moi j'adore la guerre, j'adore les armes. Je suis venu voir votre pièce. Et oui, je vois pas du trop où il veut en venir, mais je sens qu'il a un truc sur la.
Et il me dit, ouais, voilà, parce que... Bon, et il me dit, après, enfin, votre pièce parle pas que de la guerre, ça parle aussi beaucoup des... Je vois qu'il a du mal à aborder le sujet. Je lui dis, oui, des quoi? Il me dit, bah, des... Et ce grand type, très... fond en larmes instantanément, en me disant que il vient de foutre à la porte de chez lui son fils gay, qui lui a révélé ou dont il a découvert qu'il était comme il était. Et ce type qui est venu voir ma pièce par hasard, pensant voir une pièce sur la guerre, mais qui voit une pièce sur Alan Turing, et qui prend dans la gueule ce message d'affirmation de soi, est bouleversé et me dit entre deux sanglots, avant de s'échapper presque en courant sans que j'ai pu ajouter quoi que ce soit, votre pièce m'a fait comprendre qu'il fallait que je rappelle mon fils, et il s'en va. Et là, sur là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Parce qu'au-delà d'un hommage à un homme historique, si cette pièce, si l'histoire de cet homme change comme ça le cours d'une vie, parce que peut-être qu'il ne l'aurait jamais rappelé, ou des années plus tard, je me dis, c'est que quelque chose de fort se passe, quoi. Voilà. C'est là que j'ai compris. Et que c'est arrivé, cette scène-là où son équivalent est arrivé, je dirais pas des centaines de fois, mais des dizaines et des dizaines de fois plus tard. Dans tous les coins de France, j'ai joué la pièce partout. Je l'ai jouée 1200 fois, dans tous les coins et les recoins de France, jusqu'aux États-Unis, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, au Maroc, en Israël, en français. Et elle se joue traduite dans 15 pays, en ce moment en Allemagne, en Italie, en Argentine, en Corée. Incroyable. Et le plus beau de tout ça, le plus beau, ce dont je suis le plus fier, c'est que le texte a été réédité en manuel scolaire dans les carrés classiques Nathan. C'est la première pièce d'un auteur vivant qui rentre dans les carrés classiques Nathan. Et aujourd'hui, les collégiens et les lycéens étudient ce texte, enfin étudient l'histoire d'Alan Turing à travers mon texte. Magnifique. Tout ça pour un truc qui est parti de ce petit clic chez Agnès Jaoui, en cherchant la symbolique de la pomme. Voilà. Donc je sais pas s'il m'attendait ou si moi je l'ai trouvé, mais en tout cas on s'est trouvé, quoi. Aujourd'hui, la pièce, tu la joues encore ? Je l'ai jouée il y a quelques jours, en tournée. Elle va continuer encore une 7e année à Paris, avec un nouvel acteur. Je crois que tu es le premier d'ailleurs à l'apprendre, qui s'appelle Brice Hilleret, merveilleux comédien, qui a gagné le Molière de la Révélation il y a quelques années, et qui joue un spectacle musical aussi en ce moment extraordinaire qui s'appelle Hedwig, là aussi qui parle pas mal de la différence. Donc Brice va reprendre le rôle à la rentrée au Théâtre Michel, et moi je vais jouer une autre pièce parce qu'il faut que j'en sorte aussi un peu de ce personnage. Je l'ai tellement joué. Une pièce où je vais jouer un tueur à gages, donc tu vas rien à voir, on va changer de style, et ça sera au Théâtre de l'Œuvre, ça s'appelle Killer Joe, ça sera au Théâtre de l'Œuvre à la rentrée. Donc voilà, pour faire 2 secondes mon actualité, il y a Turing qui continue au Théâtre Michel avec Brice, qui va se jouer aussi dans notre mise en scène toute la saison à Lyon, à la Comédie Odéon. Il y a Killer Joe au Théâtre de l'Œuvre, mon nouveau spectacle là où je suis que comédien, et aussi je viens de signer une adaptation du Fantôme de l'Opéra, célèbre roman de Gaston Leroux, en spectacle musical, rien à voir avec la comédie musicale américaine très très connue, c'est une version française que nous avons faite et qui sera au Théâtre Antoine à partir du mois d'octobre aussi. D'accord, donc on peut te retrouver partout sur les planches. Voilà. Ou en tant qu'auteur dans le Fantôme de l'Opéra et Machine de Turing, ou en tant que comédien dans Killer Joe à l'œuvre. Avant qu'on vienne au Molière, parce que c'est quand même un moment fort, je crois que tu joues parfois 2 soirs, enfin 2 fois le même soir. Ouais. J'ai fait quand même une autre pièce après Turing qui s'appelle La Maison du Loup, qui était sur Jack London. Et c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, 2023. Je jouais Turing à 19h au Michel, et je sautais sur ma trottinette et Amaury sur un vélo, je crois, ou l'inverse, et on enchaînait avec La Maison du Loup au Théâtre Rive-Gauche. C'est-à-dire que je sortais de scène, il devait être 20h35, et à 21h, il fallait être sur scène au Théâtre Rive-Gauche. J'arrivais donc à -5, parfois même à 21h. J'avais juste le temps de me changer, on me poussait sur scène et bim, ça enchaînait. Et pas de fatigue, tu restes sur l'adrénaline ? Non, parce que ça, c'est des moments tellement... c'est tellement extraordinaire d'avoir 2 pièces à l'affiche et de passer
dans la soirée, en une demi-heure d'un rôle à un autre, de quitter un théâtre pour... tu salues à 20h30 et à 21h, tu es déjà sur une autre scène dans un autre rôle, à l'autre bout de Paris. C'est incroyable. Et pas mal d'acteurs le font. Un de mes camarades dans Killer Joe va faire ça aussi, là. Mais moi, pour aborder ce nouveau rôle, là, j'ai préféré me consacrer au nouveau rôle et puis commencer à prendre un tout petit peu de distance avec Turing, parce qu'il va bien falloir que je le quitte un jour, mais ça va vraiment être comme une rupture amoureuse. Parce que c'est vrai aussi que cette histoire nous a valu de gagner 4 Molières, le meilleur du meilleur spectacle, de la meilleure mise en scène pour Tristan Petit-Girard, et pour moi le Molière de l'auteur et de l'acteur. Donc, je suis... Première fois qu'un Molière célébrait, consacrait et un auteur et un comédien la même fois. Ouais, ça, voilà, grande fierté, grande soirée. Tu t'y attendais ? Alors, non. Alors, bizarrement, j'espérais vraiment qu'on gagne le truc du spectacle. Je savais qu'on avait beaucoup de gens qui défendaient, qui me disaient avoir voté pour le spectacle. Il me semblait que, alors qu'il y avait des très grands auteurs en face, je sentais vraiment il y avait une espèce d'émulation autour du truc de l'auteur, mais alors le comédien, pas du tout. Il y avait Lambert Wilson en face, vraiment Bernard Campan. Vraiment, je me disais, et tellement que j'avais pas préparé de discours. Rien. Alors que quand t'es comédien, il y en a qui s'en foutent, mais moi j'en rêvais du Molière du comédien. Peut-être même encore plus que du Molière de l'auteur. Le Molière du meilleur comédien. Pour moi, c'est un truc inaccessible, c'est vraiment un Graal. Et au moment d'arriver aux Folies Bergères, en m'installant, je me dis, mais quand même, Benoît, tu n'as rien préparé. Il y a parfois des miracles arrivent, la preuve, tu es déjà là, c'est un miracle. Qu'est-ce qui va se passer si... Puis je me dis, non, c'est impossible, Lambert Wilson, c'est pas possible. Et puis, j'entends mon nom, je suis complètement choqué, ça se voit à l'image, et là, ça se voit pas à l'image parce qu'ils l'ont coupé, il y a un très léger différé. Et là, en fait, je me lève parce que tout le monde applaudit et je sais qu'il faut monter sur scène, le chercher et parler. Mais j'ai rien préparé et j'ai les jambes coupées. Alors, le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé est attribué à Benoît Solès dans La Machine de Turing. Troisième Molière de la soirée pour La Machine de Turing, succès auprès du public et de l'Académie des Molières, où Benoît Solès, déjà moliérisé en tant qu'auteur tout à l'heure, se voit récompensé pour le rôle-titre de cette tragédie romantique où il incarne cet anti-héros bègue, homosexuel, génie des mathématiques. Je ne sais pas ce que je vais dire en fait. Je ne sais pas ce que je vais dire. On se lève, ma meilleure amie qui est à côté de moi se lève, je la regarde effarée, je la pousse quasiment. Le directeur du théâtre est à côté de moi, je le pousse aussi. Je me retrouve dans l'allée. Je pivote la tête d'un quart de tour, je vois Alec Vizorek qui présente la soirée, qui me fait signe qu'il faut que je monte. Et là, je suis pris d'une espèce de panique. Je tourne la tête comme pour trouver de l'aide. Et je vois Franck Riester, ministre de la Culture à l'époque, qui est un copain, qui est très content d'ailleurs, il est ravi pour moi manifestement. Et là, je ne sais pas ce qui me prend. Je fonce sur lui et je lui fais un check. Ce qui a été coupé, je fais un check au ministre de la Culture, tu vois, personne ne sait que c'est quelqu'un que je connais. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui lui prend ? Jean-Marc Dubonté, président des Molières, me regarde effaré. Et en fait, je fais ça pour gagner du temps, quelques secondes, et puis je finis par monter, bredouiller un discours. Bon, apparemment, je m'en suis à peu près sorti, mais c'est un drôle de moment, un drôle de souvenir, et je crois que quand je sors de scène, j'ai eu le Molière de l'auteur juste avant, j'ai le Molière du comédien, j'en reviens pas, mais j'étais très heureux, très très heureux. Je me rappelle, on entend... la pièce avait quand même fait beaucoup de battage médiatique. Ouais. Donc, c'était pas étonnant qu'il y en ait un. Déjà, on entend un, mais 4. Ouais. 4, on se dit, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que... Bon, c'est arrivé, hein, Edmond en avait gagné plusieurs. Après, il y a une pièce de Jean-Philippe Daguerre, magnifique, qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffmann, qui en a gagné 4. Jean-Philippe vient d'en gagner 5, là, cette fois-ci. Et une autre pièce qui s'appelle Oublie-moi, magnifique. Alors, il arrive qu'il y ait ce qu'on appelle des strikes, comme ça, que quand vraiment un spectacle... je dis pas que c'est le meilleur, ça n'a pas de sens de dire... D'ailleurs, on dit meilleur acteur et tout, c'est pas meilleur acteur. C'est, disons que cette année-là, ce groupe-là de professionnels te distingue. Mais en tout cas, ça a été notre année. Et c'est vrai qu'on
on avait 4 nominations sur les 4 plus importantes. Le spectacle, la mise en scène, acteur ou actrice et auteur, et on a gagné les 4. Ça a donné un coup de boost, j'imagine, phénoménal. Gigantesque. Ça a vraiment lancé les ventes, les traductions à l'étranger, les reprises de la pièce à l'étranger. Le Théâtre Michel était déjà bien plein, mais alors là, ça a été plein pour des mois et des mois à l'avance, et puis on est parti pour cette tournée gigantesque. La tournée est, d'après ce qu'on me dit, la plus importante tournée théâtrale en France depuis plus de 20 ans. C'est quand même beau avec cette pièce sans vedette et qui parle d'un sujet qui aurait pu encore, quelques années avant, paraître subversif et ne pas... D'ailleurs, si j'ai pas finalement pondu le texte plus tôt, alors que j'avais entendu parler de Turing en 2000-2009, c'est que j'ai entendu parler de ce film vers 2011. Un jour, sur mon iPhone, je vois une alerte qui dit Alan Turing, film. Je me dis, voilà, ça devait arriver, j'aurais dû aller plus vite. C'est d'ailleurs Leonardo DiCaprio qui devait le jouer à l'origine, et non pas Benedict Cumberbatch. Et quand je vois qu'un film va sortir, moi j'arrête, je me dis que je vais faire à côté d'un film. Mais en voyant le film, et en voyant que c'est un très bon film, et Cumberbatch est un très bon acteur, mais il y a un petit côté, on l'a un peu lissé, le Turing, dans le film. Il est un peu propre sur lui, et pas très gai, si j'ose dire. On voit que les côtés jugés sombres du personnage ont fait peur au studio hollywoodien. Et je me suis dit, là, en fait, c'est en voyant le film que j'ai eu la dernière impulsion de faire la pièce. D'un côté, tu dis, je suis pas le seul à avoir l'idée, ouais. Mais il y a toujours un double truc. Il y a le premier truc, tu te dis, il y en a d'autres, puis tu dis, ouais, mais s'ils ont l'idée, c'est que ça peut marcher. Ouais. Et j'ai quand même mon angle, et ça renforce ta conviction sur c'est ton ça. angle. Et mon angle, c'était vraiment de rendre un Turing qui est un génie, mais proche, un personnage indéchiffrable par définition, mais d'en donner une lecture très humaine, très intime. Et je crois que c'est ça qui a marché. Et en plus, à ce moment-là, tu touches aussi toute une sphère geek qui est un peu internationale, où Alan Turing devient, par YouTube, par les réseaux sociaux, tous ceux qui aiment l'informatique, Apple. C'est ça, moi, quand je parle d'Alan Turing, à chaque fois, il me dit c'est qui ? Je dis tu sais quoi ton téléphone, Apple ? Tu sais pourquoi tu as le logo ? Non, tu chercheras. Ah oui, ça marche très bien, les gens sont frappés. Et aujourd'hui, c'est très rare de trouver un personnage qui a eu une influence historique capitale, parce que en décryptant Enigma, il nous a vraiment permis de gagner la Seconde Guerre mondiale, de l'abréger tout du moins très fortement. Il est un des théoriciens majeurs de l'informatique et, disons, par son destin, il nous lègue un message d'affirmation de soi, de tolérance, etc. La conjonction de l'histoire, des sciences et des droits humains, à ce niveau-là, est extraordinairement rare. Donc Turing est une espèce de héros absolu, et je suis vraiment heureux d'avoir croisé sa route. Avant qu'on se quitte, et on va mettre quelques petits extraits de toi en Cyrano, puisque volontiers. C'est sur YouTube. Ouais. Le théâtre, ça reste une passion. Ouais. Est-ce que tu prends encore du plaisir à aller au théâtre, à regarder peut-être sur YouTube d'anciennes pièces ? Est-ce que tu as des pièces favorites aussi et qu'on peut t'inspirer ? On a beaucoup parlé de Cyrano, parce que je sais que c'est un personnage que tu adores. Ce soir, je vais au théâtre du Ranelagh voir un Cyrano de Jean-Philippe Daguerre, dont on a parlé tout à l'heure. Donc oui, tu vois, j'ai plaisir à aller au théâtre, surtout qu'enfin, là, en ce moment, je ne joue pas, mais ça fait quand même 8 ans que je suis sur scène quasiment tous les soirs, et parfois, comme tu l'as dit, plusieurs fois par soir. Là, je suis en répétition. Turing, en ce moment, ne se joue pas. Donc, j'en profite pour aller au théâtre. Et bien sûr, c'est très important de continuer de lire des pièces, de voir des camarades jouer, de se nourrir et de retrouver... je crois que je ne l'ai jamais perdu, mais le désir de remonter sur scène. Moi, j'adore voir les acteurs. J'ai été vraiment bercé en regardant au théâtre ce soir, mais aussi Laurent Terzieff, Robert Hirsch, Michel Bouquet, c'est mes acteurs préférés. Et là, ce soir, je vais m'asseoir au théâtre du Ranelagh, écouter les vers de Rostand, dits par un autre Cyrano. Ça va être merveilleux de me souvenir à travers lui de la chance que j'ai eue à le jouer, et de retrouver peut-être à travers lui l'envie de le rejouer. Donc tu vois, le théâtre, c'est à la fois quelque chose qui reste et qui s'évapore, puisque quand on s'en va ou quand la pièce est finie, les décors brûlent, mais il y a l'écho, le souvenir, j'espère, chez les gens d'une émotion, et
Et moi, je suis heureux de donner cette émotion aux gens et puis parfois aussi de retourner m'asseoir dans la salle. Il n'y a rien de mieux pour se dire que c'est une grande chance de pouvoir faire ce métier, d'être sur scène. Beaucoup de mes camarades se battent pour monter sur scène et n'y arrivent parfois pas. Alors moi qui ai la chance en ce moment, pour le temps que ça dure, de pouvoir le faire, de pouvoir écrire, de pouvoir jouer, c'est important d'aller voir les autres et puis de garder cette espèce de flamme qui m'anime et qui, j'espère, brûlera longtemps. Donc rendez-vous en octobre, est-ce qu'on a déjà la date ? 9 octobre, Théâtre de l'Œuvre. Merci beaucoup Benoît Solès. Merci à toi. Vous avez un nez. Un nez. Très grand. Très. Ah, c'est tout. Mais... Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Je n'ai qu'un seul être et je le perds 2 fois. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Si Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais chantez, rêvez, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles.